Monsieur, merci de vous être rendu disponible. Nous sommes donc dans le cadre de la mission d'information avec le statut de commission d'enquête sur ce que nous avons qualifié des zones grises de l'information dans l'espace numérique avec les deux autres co-rapporteurs, Sylvie Robert et Agnès Séveraine. Nous souhaitions évidemment vous entendre et vous écouter sur cette question des zones grises, le paysage médiatique que nous connaissons avec ces deux principaux acteurs, la presse et le public, a laissé place à un écosystème hybride et complexe. Dans cet espace, l'information journalistique, produite selon des méthodes professionnelles et rigoureuses, cohabite et parfois se confond avec des contenus produits par des influenceurs, également des agrégateurs algorithmiques ou de simples plateformes de réseaux sociaux. Cette porosité crée ce que nous avons nommé des zones grises. Ce sont des espaces où la responsabilité éditoriale n'est pas forcément définie et dont le financement est souvent opaque, voire inconnu, et où la confusion entre opinion, influence, divertissement, publicité et information vérifiée est souvent la règle. Pour éclairer ces enjeux, il nous a paru indispensable, dans le cadre de cette mission d'information, d'entendre le syndicat national des journalistes. Votre organisation, dont nous souhaitons que vous rappeliez dans votre propos liminaire brièvement l'histoire et l'émission, est à l'origine de la charte d'éthique professionnelle des journalistes de 1918, qui a été réactualisée en 2011. Ce socle déontologique définit ce qui fait la spécificité du journaliste: le refus de la pression commerciale, le respect des sources et l'exigence de vérité. C'est pourquoi nous vous interrogeons aujourd'hui sur la pertinence de ce cadre. Le statut de journaliste matérialisé par la carte de presse suffit-il encore à protéger la qualité de l'information face à l'abondance des contenus numériques? La labellisation des services de presse en ligne par la CPPAP est-elle un gage de qualité suffisante pour le citoyen? Au-delà de la presse traditionnelle, nous devons nous interroger sur la régulation de ces zones grises. Aujourd'hui, des régimes juridiques distincts coexistent pour l'audiovisuel, la presse et les plateformes. Ce déséquilibre est-il soutenable? Plusieurs pistes de réflexion sont sur la table. Faut-il exiger des créateurs de contenus non journalistes une transparence totale, en particulier sur la question du financement et de leur statut aussi des intervenants? Doit-on imposer aux médias en ligne des règles de pluralisme? Faut-il à terme considérer les grandes plateformes comme des éditeurs responsables de ce qu'elles diffusent? Nous abordons également l'usage de l'IA, de l'intelligence artificielle, dans un monde où le contenu peut être généré sans intervention humaine. Comment protéger le droit des citoyens à une information fiable avec cette montée en puissance de l'IA? Nous souhaiterions aussi connaître votre avis sur les propositions des États généraux de l'information auxquels vous avez certainement participé, comme l'extension du statut de société à mission aux entreprises de presse ou le renforcement de la loi Bloch en matière de gouvernance. L'enjeu est de savoir comment mieux valoriser l'information vérifiée et orienter le partage de la valeur vers ceux qui la créent réellement et qui utilisent des méthodes professionnelles. Nous cherchons ainsi, dans le cadre de cette mission, à définir si un nouveau cadre de confiance est nécessaire. Faut-il, par exemple, un label de confiance, une instance dédiée française ou européenne pour coordonner la vérification de l'information? Nous serions heureux d'entendre vos analyses et vos propositions sur ce sujet. Je vais donc vous céder la parole pour un propos liminaire. Vous avez vu à travers ces quelques questions qu'elles sont relativement vastes et larges. Et évidemment, on reviendra après votre propos à travers des questions que nous avons également. Comme nous sommes en configuration commission d'enquête, je vais vous inviter à prêter serment, sans vous avoir rappelé préalablement qu'un faux témoignage devant notre mission d'information dotée des pouvoirs de commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 14 et 15 du Code pénal. Et donc, je vais vous inviter à prêter serment en disant toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Madame Lebert. Merci. Monsieur Buzine, pardon. Merci. Et je vous remercie par ailleurs de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt en relation avec l'objet de notre mission d'information. S'ils existent, il n'y en a pas? Aucun. Voilà. Et enfin, je rappelle que cette audition est diffusée en direct sur le site internet du Sénat. Et donc, maintenant, je vous laisse la parole. Je ne sais pas comment vous êtes organisé.
Monsieur Buzyn. Je vais commencer le propos et Advilise le complétera sur des questions plus spécifiques. Déjà, merci effectivement de nous auditionner dans ce cadre-là sur un thème immense. Il suffit de voir les questions, enfin l'étendue des questions que vous avez posées, qui à la fois nous concernent au premier chef en tant que SNJ, mais nous dépasse aussi. Alors le SNJ, c'est, pour faire rapidement, c'est à la fois le plus ancien et le plus important syndicat de journalistes en France. Le plus ancien puisque né en 1918 durant la Première Guerre mondiale, et le plus important, le baromètre qui fait foi dans la profession, c'est les élections à la commission de la carte de presse, où le SNJ fait autour de 50% des voix à lui seul, plus ou moins selon les crus, selon les élections, mais voilà un petit peu le champ. Alors dès l'origine, effectivement, le SNJ marche sur deux jambes. La défense des intérêts matériels et moraux de ses mandants et de la profession, comme tout syndicat, j'ai envie de dire, et par ailleurs la déontologie professionnelle, qui est le gage de la qualité de l'information. Je dis ça parce que la première décision historiquement prise par le SNJ, alors qu'on est encore, certes enfin, mais pendant la Première Guerre mondiale, c'est pas une revendication salariale, statutaire ou autre, c'est effectivement l'écriture de la première charte de déontologie qui existe en France évidemment, et qui est à peu près un des premiers textes déontologiques dans le monde sur le sujet. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est consubstantiel à l'existence du SNJ, c'est cette défense de la qualité de l'information. Justement, ces deux jambes peuvent ne faire qu'une quand le SNJ défend les journalistes, non pas dans un esprit corporatiste, mais comme on le pense trop souvent, mais plutôt que pour défendre un intérêt supérieur qui est la liberté de la presse et la contribution de fait de la presse au bon fonctionnement démocratique. Alors effectivement, étant donné le lieu de cette audition, je vais me permettre un tout petit écart par rapport au sujet qui nous occupe aujourd'hui. En commençant par dire quand même que le SNJ condamne avec la plus grande fermeté les propos du sénateur Thierry Mégnat, qui a rapporté par Le Monde hier à propos de la journaliste Nafira El Moadem. Je cite, je vais la faire condamner pour diffamation, je vais la fouetter, j'irai au bout, elle va mourir, je la tue. Voilà. Bon, il existe des lois dans ce pays. Les journalistes sont critiquables comme tout un chacun. La personne qui s'estime injustement mise en cause ou diffamée peut saisir la justice, mais les menaces de mort, notamment de la part d'un élu, sont inadmissibles. Elles n'ont pas leur place dans le débat public. Donc, je tenais quand même à le dire parce que c'est important. Ça fait partie des choses sur lesquelles on se bat au quotidien. Et voilà, la polarisation de la vie publique en général nous pose un vrai problème aujourd'hui, quoi. Alors, pour revenir au sujet qui nous occupe. Je vais vous parler de la charte du SNJ et de son préambule. Moi, pour commencer, effectivement, je cite très volontiers la première phrase de cette charte d'éthique professionnelle. Le droit du public à une information de qualité, complète, libre, indépendante et pluraliste, rappelée dans la Déclaration des droits de l'homme et la Constitution française, guide le journaliste dans l'exercice de sa mission. Cette responsabilité vis-à-vis du citoyen prime sur tout autre. Pour nous, c'est vraiment notre boussole aujourd'hui. Ça doit rester notre boussole, c'est effectivement cette responsabilité vis-à-vis du citoyen et cette information de qualité. Alors, les journalistes sont-ils les seuls à faire de l'information aujourd'hui ? Bon, la réponse, elle est évidemment non. Pour autant, la bonne information du public, elle passe par le respect de cette rigueur professionnelle. Informer, ce n'est pas influencer. Informer, ce n'est pas vendre un produit. Informer, ce n'est pas faire de la communication d'une personne ou d'une entreprise. Ce n'est pas non plus du divertissement. Ce n'est pas de l'activisme. Ce n'est pas de la propagande. Ce n'est pas de l'intox. Donc, le droit d'informer, il existe et aujourd'hui, peut-être plus qu'hier, beaucoup peuvent s'en saisir avec les nouveaux moyens technologiques, c'est vrai. Reste que ce droit, il comporte aussi des devoirs qu'on retrouve dans les règles déontologiques qui font le commun de la profession de journaliste, la vérification de l'exactitude des faits rapportés, l'indépendance et la responsabilité des journalistes, le respect de la dignité des personnes et de la vie privée, du contradictoire, etc. On parlait de la charte du SNJ, mais on pourrait parler de la déclaration dite de Munich de 1971 ou de la charte d'éthique de la Fédération internationale des journalistes, qui est le texte le plus récent, puisqu'il a été adopté en 2019. Voilà, sachant que 80 à 90%, c'est commun, en fait. Voilà. Donc, c'est vraiment ce à quoi, ces règles-là, ce à quoi doivent s'astreindre toutes celles et tous ceux qui veulent informer, que ce soit en ligne, et qui ont une ambition de qualité.
Et donc, c'est aussi le rôle du législateur de veiller à éviter de la désinformation en posant un tel cadre. C'est pas effectivement avec des conditions d'emploi au rabais ou une déontologie light qu'on pourra y parvenir. Et en fait, la question qui se pose aujourd'hui avec l'information en ligne, quelque part, c'est un petit peu un faux problème, parce que en fait, la question des supports, on peut parler de YouTube, Instagram ou TikTok aujourd'hui, pour nous, c'est pas tout à fait la question. En fait, on voit à travers le statut de journaliste d'un côté, la carte de presse de l'autre, que depuis 90 ans pour la commission de la carte, elle a su s'adapter aux évolutions de la profession. Le premier débat à la commission de la carte, c'était de savoir si les personnes qui faisaient l'information des actualités cinématographiques avant le film, qui étaient diffusées avant le film, les informations dites pâtées, c'était du journalisme ou pas. Voilà. Après, il y a eu la question de la radio. Est-ce qu'effectivement, les gens qui parlent à la radio sont des journalistes? Puis le journal télévisé, etc., etc. L'arrivée des pure players. Est-ce que voilà, les pure players ont aujourd'hui une carte de presse, comme les journalistes à la télé en ont une? Enfin voilà, c'est-à-dire qu'en fait, la loi et les conditions d'octroi, notamment de la carte de presse, sont assez souples et sont sur des principes et donc sont tout à fait adaptables aux évolutions. Ce n'est heureusement pas des choses fermées. Donc ça vaut évidemment pour la carte. Depuis plus de 100 ans, la charte du SNJ énonce des principes déontologiques qui demeurent d'actualité aujourd'hui. En fait, ils n'ont pas évolué non plus. La commission paritaire des publications et agences de presse a créé les services de presse en ligne. Donc là aussi, tout est tout à fait adaptable aux évolutions de supports, de tuyaux. On appelle ça comme on veut, mais voilà, il n'y a pas là-dessus, il n'y a pas de débat. Des journalistes qui informent sur les réseaux sociaux ont une carte de presse aujourd'hui. Cas facile, mais qui est assez emblématique pour nous, ceux d'Hugo Décrypte, effectivement, qui sont censés ça a pris un cheminement, ça a nécessité un dialogue avec eux, mais ils ont vu qu'il était tout à fait possible de répondre à la fois aux critères pour avoir la carte de presse, pour être considéré comme un média, et rester ce qu'ils sont, en fait. Donc voilà, le fait de dire que la commission de la carte d'un côté, je ne suis pas le représentant de la commission de la carte, mais on y siège, ou de la profession de l'autre, dire que ce sera un frein, ce n'est pas le cas en fait. C'est un faux problème. Il est tout à fait possible. La commission de la carte, d'ailleurs, recense les entreprises qui emploient des journalistes professionnels. Donc permettre d'afficher cette information, dire que ce média-là est considéré comme est une entreprise qui emploie des journalistes professionnels, et c'est quelque chose qui est attesté par la commission de la carte, ça peut être une piste. C'est un gage de professionnalisme. Voilà, c'est une information qui peut être un gage de professionnalisme. Je ne dirais pas plus loin que la notion de professionnalisme. La commission de la carte ne dit pas vous êtes bon, vous êtes mauvais journaliste. Elle dit vous êtes journaliste professionnel. Voilà, c'est pas un ordre, c'est pas voilà, elle l'a fait une fois à l'épuration, c'est tout. Voilà. Tout ça nécessiterait des moyens techniques, humains et financiers que la Commission n'a pas aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui. Elle recense un peu plus de 2000 entreprises de presse en France. Donc voilà, c'est quelque chose, effectivement, des entreprises qui pourraient se revendiquer d'un professionnalisme par ce biais-là. L'avantage de la Commission de la carte, c'est qu'elle est réellement paritaire. Parce que contrairement à la commission dite paritaire des publications agences de presse, dont les représentants des journalistes sont exclus, et qui reste pour nous une sorte de boîte noire. On sait bien qu'il y a des critères, mais on ne sait pas ce qui s'y passe, on ne sait pas comment sont attribués les agréments ou pas. C'est vraiment aujourd'hui, nous, une vraie question, et c'est une revendication forte, d'autant plus d'actualité avec les modifications qu'il y a eu actuellement sur les agréments, de pouvoir y siéger. Le ministère de la Culture essaye de nous associer aux réformes, mais tout en nous disant, mais une fois qu'on vous a dit un petit peu ce qui allait se passer, vous n'avez pas à voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça, pour nous, c'est un problème. Donc, si vous vouliez faire œuvre utile, il faudrait faire en sorte effectivement de modifier le décret qui nous permettrait d'y siéger. C'est une question de transparence, tout simplement, sur comment on donne un agrément à une entreprise de presse, parce que cet agrément donne droit à des aides à la presse aussi, direct ou indirect. Donc effectivement, je pense qu'avoir de la transparence sur comment effectivement est donné cet agrément serait tout à fait souhaitable à l'heure actuelle. Donc
voilà, c'est voilà, les modifications qui ont et commencent à dire qu'on peut considérer que des médias ont un agrément, même s'ils n'emploient pas de journalistes. Alors, ça relève de l'exception dans le fameux décret dit D18, mais c'est quand même aussi une des questions. Donc voilà, il y a quand même des choses à ce niveau-là qui sont assez problématiques. Voilà, donc mieux vaut aller vers ce système effectivement et de transparence et peut-être effectivement, si ce n'est de labellisation, du moins de faire connaître les entreprises qui sont reconnues comme un gage de professionnalisme parce qu'elles emploient des journalistes, que d'aller vers un système à deux vitesses, d'aller vers un sous-statut, quelque chose qui tirerait en fait les règles vers le bas et que Cassidis développera un petit peu. Voilà. De manière un petit peu provocatrice, je vous dirais que imaginez que le statut de journaliste professionnel ou d'entreprise de presse ne sont pas adaptés à la réalité actuelle, ou la charte de déontologie, c'est se demander si la déclaration des droits de l'homme de 1789 est encore valable. En fait, on est sur des principes essentiellement, et c'est des principes qui sont inamovibles, entre guillemets. Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question de vérifier ces informations, de protéger ses sources ou autres, c'est quelque chose qui se fait quels que soient les médias. Donc, c'est pas une question effectivement d'évolution des technologies. Et la déontologie, ce sont des principes professionnels avant tout. Donc le SNJ est aux côtés de toutes celles et tous ceux qui veulent informer les citoyennes et les citoyens. Au-delà des journalistes aujourd'hui, on est prêt à aider effectivement à se professionnaliser et à répondre à des critères, et notamment éthiques évidemment, parce que pour nous c'est la clé du professionnalisme et de la qualité de l'information. Mais c'est aussi à eux de déterminer sans ambiguïté où ils se situent entre influence, divertissement et information. C'est-à-dire que ceux qui veulent faire de l'information, qui sont créatifs dans leur mode de fonctionnement, dans les médias actuels, c'est extrêmement intéressant. S'ils choisissent de vouloir faire de l'information, effectivement, nous, on est tout à fait prêts à les aider en ce sens-là, comme le Conseil de déontologie journalistique et de médiation peut le faire. Le SNJ en est un des membres fondateurs, donc nous soutenons complètement cette démarche-là. On souhaiterait qu'elle soit popularisée et mieux admise par les médias. Mais ceux qui veulent faire, mais il faut qu'effectivement qu'il y ait un choix qui soit fait. Les créateurs de contenu ou les influenceurs autres, ça regroupe énormément de choses très différentes en fait aujourd'hui. Donc il faut aussi qu'il y ait de la clarté de savoir qui veut faire de l'information, et dans ces cas-là, c'est des droits mais aussi des devoirs, et qui souhaite faire effectivement plus de l'influence, plus du divertissement. C'est tout à fait louable, ça ne pose aucun problème. Mais il faut déjà commencer par bien différencier ça. Et s'ils veulent faire de l'information, il y a la question effectivement des modèles économiques qui se cherchent, et il y a cette ambiguïté qui peut y avoir effectivement sur les modes de financement, qui ne sont pas toujours très transparents, qui peut avoir cette ambiguïté entre information et communication. Donc il y a là aussi, on a entre guillemets une expertise en la matière de savoir effectivement comment dans des médias on sépare l'information de la communication, comment on sépare la publicité de l'information, et autres, comment on fait que le lecteur, auditeur, téléspectateur, internaute puisse s'y retrouver. Donc là, nous, on est tout à fait prêts à aller dans ce sens-là et à les aider à se professionnaliser et à répondre à ces critères éthiques. Voilà. Et après, effectivement, s'ils veulent faire ça et s'il y a une recherche de modèle économique, et là où le législateur peut intervenir, c'est qu'il pourrait devoir prétendre aux aides à la presse. Avec des critères, évidemment. Alors, il y a deux choses. Déjà, ça ne peut pas être à budget constant. Ça nous paraît évident, parce que si c'est déshabiller les médias dits traditionnels, je mets avec beaucoup de guillemets, ça serait un problème, quand même. Et ensuite, évidemment, ce n'est pas sans exigence. Parce qu'évidemment, avec la raréfaction de l'argent public, on ne peut pas imaginer qu'elle soit donnée sans un minimum de contrepartie. Alors, contrepartie, pas sur le fond, pas sur ce qu'ils font, mais des critères effectivement qualitatifs. Le SNJ milite déjà depuis longtemps pour une conditionnalité et une transparence des aides à la presse, avec des critères déontologiques et sociaux. Donc effectivement, nous, sous ces conditions-là, on trouverait légitime que des personnes et des nouveaux médias qui souhaitent clairement faire de l'information puissent concourir à l'obtention des aides à la presse. Voilà, tout ça est une des conditions sine qua non du bon usage de cet argent public, et nous sommes prêts à en discuter quand vous voulez, puisque on revendique largement cette capacité à pouvoir avoir des exigences face aux aides qui sont données. Aziz, tu veux compléter un petit peu sur un aspect plus spécifique de Oui, sur le... Oh, pardon, je vais couper des... Ici, c'est bon ? Tout... Ok, merci beaucoup. Merci Alex. Oui, effectivement, poursuivre sur après les présentations concernant effectivement les enjeux sur les enjeux démocratiques et puis d'aide
d'aide publique qui pourrait se mettre en place pour justement soutenir ce journalisme qui a toujours existé, mais sous ce que j'appelle moi des nouveaux supports, reste aussi une des conditions, j'allais dire, sine qua non pour le SNJ, qui là est dans le cadre de la défense des moyens. Des moyens de ces journalistes, tout simplement, et qui est la question du salariat, qui reste pour nous un pivot central du journalisme. Pourquoi ? Parce que si on remet en question le salariat auquel tout journaliste doit prétendre et peut prétendre, c'est d'une part mettre en péril déjà les plus de 4300 journalistes pigistes qui exercent à l'heure actuelle. Le journaliste rémunère à la pige, c'est vraiment une exception, une très belle exception française, c'est-à-dire qu'il est établi dans le Code du travail que tout journaliste est rémunéré en salaire, que ces journalistes rémunèrent à la pige font partie des très rares professions en France à être rémunérées à la tâche. Malgré cette rémunération à la tâche, ils bénéficient pour la majorité, pas tous, c'est là où le bas blesse également, mais pour la majorité donc, de cotisations sociales, de cotisations chômage, de cotisations retraite. Ces journalistes travaillent pour plusieurs organes de presse. On peut imaginer, pour être simplificateur, que pour gagner 2 000 € par mois, ils vont avoir 500 € de salaire net par mois de 4 employeurs différents. Si jamais on en venait à remettre en cause ce salariat, il faudrait alors qu'ils deviennent des sous-traitants soumis à ce qu'on peut exiger sur des exigences, par exemple, de résultats d'audience, résultats d'audimat. Tout ce qui peut être entraîné aussi par la question des réseaux sociaux, notamment. Et dans ce cas-là, ces exigences d'audimat, elles peuvent se retrouver très vite en contradiction avec la déontologie, avec le contradictoire que nous exigeons dans notre profession, puisque forcément, quand on fait intervenir des informations qui permettent soit d'être confirmées, soit d'être contredites par des interlocuteurs, ça donne moins de sentiments, ça donne plus de raisons. Donc, c'est moins ouvert au clic. Donc, forcément, je dirais que fondamentalement, philosophiquement, le journalisme répond moins au clic des plateformes que ceux qui veulent en faire du simple contenu de sentiments. Mais il nous faut pouvoir protéger la question du salariat pour maintenir le lien de subordination. On ne comprendrait pas si demain des médias, j'allais dire télévisés classiques, disaient à leurs journalistes aujourd'hui salariés, vous allez sur TikTok et demain on vous paye en facture. Ça créerait une bronca, quel que soit le média télévisé qu'on peut avoir l'habitude de regarder. C'est pourtant ce que certains médias vont demander à des journalistes qui vont tenir pour eux des chaînes TikTok, YouTube, Instagram. Donc, c'est dans ce sens-là où nous, on souhaite que les liens de subordination puissent subsister, avec deux illustrations majeures aussi pour la garantie de la démocratie que ça peut apporter. Aujourd'hui, il y a un des métiers du journalisme qui a quasiment disparu, faute de n'avoir pas su respecter le statut, c'est le photojournalisme. C'est que lorsque les appareils photo numériques, les téléphones qui prennent des photos, etc., sont arrivés, la tendance des entreprises de presse a été de dire demain tout le monde peut prendre des photos, donc demain tout le monde est photojournaliste. On se rend compte que d'un côté le métier a quasiment disparu, de l'autre de très nombreuses polémiques sont nées de photos soit issues de l'intelligence artificielle, soit même tout simplement grossièrement maquillées avec des logiciels amateurs sans qu'il y ait des yeux journalistiques sur les images qui puissent les expliquer et les analyser. Et puis reste un autre groupe de journalistes qui sont tous les correspondants de l'étranger. Ces correspondants de l'étranger doivent être, parce qu'ils sont salariés de rédaction française, salariés avec des cotisations, etc. Une partie des employeurs français aujourd'hui refusent de soumettre au paiement des cotisations qui sont dues, au prétexte que ces journalistes ne demeureront pas plus de 6 mois en France, ne pourraient accéder à la sécurité sociale, aux cotisations sociales, etc. C'est une problématique qu'on a déjà longuement exposée, qui est soutenue par un projet de loi d'une des sénatrices et un groupe de sénateurs, Mélanie Vogel notamment, mais parce qu'il faut s'imaginer
dans l'actualité extrêmement directe, tous les journalistes aujourd'hui qui exercent au Moyen-Orient, qui exercent encore aujourd'hui en Ukraine et qui ont exercé avec des conditions de travail extrêmement difficiles en Ukraine, etc. C'est des gens qui pouvaient avoir à revenir en France pour se soigner, soit parce qu'ils avaient été blessés, soit parce qu'ils souffraient de syndrome post-traumatique et se retrouvaient à revenir en France sans aucun soutien social. Parce que justement, ils avaient été exclus de la protection sociale par leurs employeurs sans forcément pouvoir y faire quelque chose. Or, on sait l'importance, notamment dans les conflits qui se jouent, qui se préparent et qui sont en cours, d'une information impartiale et éclairée. Et la garantie d'un statut de journaliste protecteur, forcément, entre dans la garantie de qualité de cette information. Je ne sais pas si Alex, tu voulais rajouter quelque chose. Non, c'est bien. Alors évidemment, on n'a pas répondu. Il y avait 17 questions, donc on n'a pas répondu, mais on y répondra si vous voulez. On va revenir sur. Bien sûr. Plus précisément sur chaque question, parce que chacune demanderait des développements très, très importants pour certaines en tout cas. D'accord. Sylvie Robert. Oui, j'ai une précision à demander à Madame. Vous avez parlé à juste titre de la question du statut salariat. Et vous avez dit à un moment, il y a des journalistes qui montent leur chaîne YouTube ou ils le font à titre personnel ou ils le font en tant que journaliste dans la rémunération derrière. Là, il y avait j'aimerais bien que vous précisiez cela de façon à ce qu'on comprenne quel statut ils continuent ou pas à avoir lorsqu'ils arrivent sur ce genre de... Je pense très honnêtement qu'il y a des... Je ne maîtrise pas tous les journalistes qui peuvent exercer sur ce cadre-là. Je pense très sincèrement que ce sont des situations hybrides. C'est-à-dire qu'il peut y avoir les deux actions parallèles. Soit des journalistes, j'allais dire instinctivement plutôt jeunes, qui veulent soit continuer à exercer leur manière de voir l'information sans se sentir contraint par l'angle informationnel donné par un média et qui donc se donnent cette liberté-là de délivrer leur information sur des plateformes collaboratives comme on a pu en voir sur Twitch, etc. Et qui ensuite vont aussi pouvoir parfois, comme on dit, se faire un nom, dont le travail va pouvoir être remarqué et ensuite être embauché par des médias qui souhaitent accéder à ces plateformes. Il y a aussi des médias qui vont lancer des initiatives et eux-mêmes pouvoir essayer de lancer en tout cas des jeunes journalistes sur les différentes plateformes avec des formats d'émissions qu'ils testent souvent sur une saison ou deux selon leur succès. Oui, je vais compléter la réponse à Zélise. Il y a à la fois des médias traditionnels qui ont leur chaîne YouTube. Non, c'est pour ça. Mais c'est pour ça. Là, nous, on va parler vraiment entre guillemets de professionnalistes, c'est-à-dire pas ceux qui font ça en amateur, pas ceux qui font ça en loisir. Et par ailleurs, il y a effectivement ceux pour qui c'est un média. Bon, je parlais d'Hugo Décrypte tout à l'heure. 3,4 millions d'abonnés sur YouTube, 7 millions à peu près sur TikTok. Voilà. Et ça, c'est une entreprise de presse qui emploie des journalistes, malgré tout. Voilà, donc c'est tout. C'est pas le cas de tous, mais en tout cas, c'est tout à fait possible de faire comme ça. C'est-à-dire qu'on peut à la fois passer par ce type de médias-là et pouvoir rentrer, entre guillemets, alors j'aime pas trop le terme rentrer, mais pouvoir prétendre au statut de journaliste normal. Enfin, c'est tout à fait. Il y en a qui effectivement testent, mais après, une fois qu'une période de test est faite et que ça s'avère intéressant, rentable, c'est pas très compliqué de répondre au canon des exigences professionnelles actuelles sur le sujet, quoi. Vous citez les journalistes d'Hugo Décrypte qui ont fait la démarche pour la carte. À contrario, on nous a cité d'autres intervenants qui font un travail journalistique apparemment de qualité et qui ne souhaitent pas. Est-ce que vous avez un échange avec eux et quels sont les arguments qu'ils mettent en avant pour ne pas la vouloir ? Oui, il y a plusieurs types d'arguments. Dans le cas d'Hugo Décrypte, si on le cite notamment là, c'est simplement pour dire, parce que ce qu'on entend souvent, c'est pas possible. Ce
qu'on vous dit simplement, c'est que c'est tout à fait possible, effectivement, de répondre au canon du statut, notamment de la carte de presse. Ça ne pose aucun problème. En fait, c'est tout. Voilà. Et ceux qui ne le font pas, voilà, il y a ceux qui ne le font pas par choix, et il y a ceux qui effectivement ne souhaitent pas, ne disent on peut pas le faire. On dit simplement que ce n'est pas le cas, qu'aujourd'hui c'est tout à fait adaptable, comme la question des podcasts. Enfin, toutes ces choses-là peuvent tout à fait rentrer dans le cadre actuel. Ceux qui ne le souhaitent pas, oui, bah, c'est un choix. Ça n'empêche pas qu'il y ait un certain professionnalisme pour certains. On a des échanges. On en a invité une de leurs représentantes à notre dernier congrès en octobre dernier. Donc voilà, on a des échanges avec eux. C'est des choix. Moi, on n'a pas à qualifier leur choix. On les connaît. Il y a un souhait, semble-t-il, de plus de liberté, de passer de passer sur différents, être sur différents modes, être des fois sur un mode informatif, des fois sur autre chose. Enfin, c'est-à-dire qu'effectivement, le support ou autre les intéresse des fois plus que ce qu'ils en font. Et donc c'est effectivement cette flexibilité qu'ils cherchent dans leur activité professionnelle en général qui peut les amener à ça. C'est un choix. On n'a pas à avoir à être pour ou contre. Voilà. Mais simplement, ce qu'on dit simplement, c'est contrairement à ce qu'on entend, dire c'est pas possible aujourd'hui avec les nouveaux médias de remplir les canons de la vieille presse. On dit simplement que ce n'est pas le cas. C'est tout. D'accord. Vous avez dit avec précision dans votre propos liminaire que, bon, en fait, le cadre, notamment déontologique, n'avait pas besoin d'être adapté en fonction des nouvelles pratiques, des nouveaux médias, et que finalement, c'est l'histoire de la presse, d'inventer de nouvelles formes. En revanche, il y a quand même quelques nouveautés par rapport à l'Internet. Je pense notamment le fait que la visibilité des reportages ou des émissions produites sur le net soit mise en avant par des algorithmes dont on ne connaît pas les critères ni les règles. Comment vous appréhendez cet aspect-là? Est-ce qu'il faut, alors cette fois-ci, non pas sur les journalistes eux-mêmes, ou mais sur les réseaux sociaux, aller jusqu'à définir un statut d'éditeur pour ceux qui ont un rôle aussi dans la visibilité de l'information et la visibilité d'une information de qualité? Oui, c'est le problème de la neutralité des supports. Mais pardon, je vous interromps, mais quand vous achetez des journaux presse, vous connaissez la ligne éditoriale. Dans les réseaux sociaux, vous ne connaissez pas forcément la ligne éditoriale. Oui, mais alors ça n'empêche pas peut-être certains médias, même traditionnels, de se plier à ce que font les algorithmes, à ce que mettre en avant les algorithmes pour justement être mis en avant avec des mots-clés ou autres. Enfin voilà, il y a une façon de titrer sur Internet qui change aussi, y compris pour les médias traditionnels qui peuvent avoir un support papier et qui sur Internet vont avoir on va chercher à mettre en avant certain nombre de mots-clés pour effectivement mieux apparaître. Donc il y a une question de référencement aussi, une question d'apparition. Ça va aussi sur les réseaux sociaux. Oui, c'est le problème de la neutralité des supports. Là, ça dépasse, je pense, que largement le cadre des médias. Enfin, ça vaut malheureusement aussi pour les opinions, je crois, pour les opinions politiques notamment. Enfin, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est les opinions politiques extrêmes qui ressortent beaucoup, c'est la polarisation qui ressort beaucoup avec ce type d'algorithme et ce type de réseau. Donc, bien sûr que c'est un problème aujourd'hui, mais bon, voilà, c'est le problème des GAFAM dépasse largement le cadre de la presse aujourd'hui. Et oui, s'il pouvait y avoir une neutralité du support, si effectivement nous n'étions pas prisonniers de ces algorithmes et de leur opacité, ça ne serait qu'un bienfait, mais je pense que ça, pour le coup, ça dépasse largement le cadre des médias et de la presse. Il suffit de regarder ce qui se passe outre-Atlantique, ce qui nous gagne en France, pour voir qu'effectivement, ça gagne le débat public en général, bien au-delà de l'information. Dans les spécificités aussi de toute la sphère numérique sur le plan informationnel, c'est le fait que cette sphère numérique n'est pas soumise à une régulation, alors que les médias traditionnels, qu'ils soient presse écrite, audiovisuel radio, le sont. Comment vous appréhendez cette distinction? Est-ce qu'il faut aller vers une régulation de l'information sur le numérique?
Je vais dire, je peux tenter une réponse qui sera forcément incomplète et qui demandera à être à chaque fois ajustée en fonction de l'évolution, j'allais dire, des supports, comme le disait Alex. On est à la fois dans la question de la neutralité des supports. Forcément, vous nous voyez nous regarder entre journalistes, quand on nous parle de contrôle de contenu, on est toujours un peu frileux. C'est parce que intrinsèquement, on va paradoxalement se battre effectivement pour une liberté d'expression et pour une liberté de circulation de l'information la plus large possible. Donc sur le contrôle du contenu, c'est extrêmement large parce que le contrôle du contenu d'Internet, c'est impossible. Le contrôle du contenu des plateformes, je vous dirais que normalement, elles sont soumises, mais c'est là encore où il faut vous renvoyer soit à la législation française, européenne, voire internationale, sur les propos tenus. Et déjà, il existe déjà une législation assez claire sur ce qu'il est, en principe, permis de tenir comme propos, publiquement ou pas. Il s'avère qu'aujourd'hui, le problème n'est pas que la loi n'existe pas. Le problème est de pouvoir désigner effectivement les auteurs des propos de manière rapide et efficace. Et c'est là où, effectivement, la régulation pourra toujours essayer, entre guillemets, de courir après, tant qu'il n'existera pas de protocole fiable de relations, j'allais dire de confiance, ou en tout cas d'exigence stricte entre des fournisseurs de plateformes qui encourageront des propos illégaux et les autorités de chaque pays. La régulation, je dirais, sera vaine, en fait. C'est-à-dire que ce serait écoper la mer avec une cuillère, de mon point de vue. Sur la partie française, vous connaissez, je pense, mieux que nous le cadre, et qu'effectivement, historiquement, il y a une différence entre les médias audiovisuels pour lequel on demande un pluralisme dit interne, de la presse écrite. La presse écrite s'est construite comme une pièce historiquement comme une presse d'opinion en France. Et donc on mise sur le pluralisme externe. Ça a toujours existé. Voilà. Est-ce que c'est bien ou pas? On voit bien, là, on sort d'une séquence municipale. Bon, nous, on travaille plutôt dans la presse écrite, donc on n'est pas soumis à ça, mais effectivement, on n'est pas du tout soumis aux contingences qu'ont eu les médias. Ça n'empêche pas de faire un travail équilibré, hein, par ailleurs, si on ne travaille pas forcément, voilà. Mais on n'est pas soumis du tout aux mêmes règles. Quand on voit les difficultés qu'il y a à faire appliquer les règles pour l'audiovisuel, est-ce qu'il faut vraiment les étendre quand on voit que l'Arcom n'a même pas aujourd'hui, ne serait-ce que les moyens, à notre sens, même pas les moyens de les faire appliquer correctement dans l'audiovisuel? La question peut se poser. Soit dit en passant, pour être tout à fait transparent sur le sujet, le FNJ ne reconnaît pas la légitimité de l'Arcom en matière journalistique. Hein. Contre le cahier des charges, c'est une chose. En matière journalistique, notamment parce que sa qualité d'autorité indépendante, vu le mode de nomination, nous pose un vrai problème. Pour nous, elle est trop liée aux politiques pour être totalement indépendante en la matière. Et après, elle manque effectivement de moyens. Je pense que c'est assez évident sur l'audiovisuel aujourd'hui. Donc, lui confier des missions supplémentaires potentiellement, ça demande à avoir une large discussion sur le sujet avant, en tout cas. Par exemple, sur la règle des temps de parole en période électorale, vous dites effectivement que ça ne s'applique pas à la presse écrite, vous avez tout à fait raison, mais sur certains médias présents sur Internet qui sont plus proches d'un média audiovisuel, en tout cas dans leur façon de travailler, de présenter leur travail, est-ce qu'il faut aller jusqu'à imposer des règles de respect du temps de parole, ou autrement dit, en retournant à la question, est-ce qu'il n'y a pas un risque que certains médias soient utilisés pour soutenir un candidat ou un autre, ou un courant de pensée ou un autre? Pourquoi y a-t-il cette règle des temps de parole? Pourquoi y a-t-il cette idée de pluralisme interne sur l'audiovisuel? C'est assez simple. C'était à l'origine, c'est parce qu'effectivement, le nombre de fréquences qui sont offertes gratuitement est limité. Donc c'est pour ça, là où la presse écrite était illimitée,
et donc on pouvait créer autant de journaux on voulait, et donc il pouvait y avoir ce pluralisme externe. Le législateur à l'époque a décidé qu'effectivement, à partir du moment où les fréquences étaient attribuées gratuitement, qu'elles étaient limitées, le pluralisme devait être interne, parce qu'on ne pouvait pas représenter tous les courants d'opinion si chacun avait son média. Internet, la question ne se pose pas de la même manière que pour l'audiovisuel, pour le coup, puisque la capacité à créer est infinie comme pour la presse écrite. Donc, voilà, donc cette régulation ne correspond pas en tout cas à la logique qui a prévalu pour l'audiovisuel actuellement. Bonne ou mauvaise, on ne va pas se prononcer, mais enfin, toujours est-il qu'elle répondait à une logique qui ne s'applique pas à Internet pour nous aujourd'hui. Oui, rapidement, une petite parenthèse, je ne vous rejoins pas sur la question de l'ARCOM et autorité indépendante. Je pense que la CNIL, l'ARCOM, ce sont des autorités indépendantes. Les modes de nomination sont assez clairs, mais ça, c'est une autre question. Vous avez parlé à juste titre de la question de déontologie, des journalistes, enfin, voilà, qu'on connaît. Hein, maintenant, je vais me mettre du côté de celui qui reçoit. Êtes-vous donc pour, dans cette grande question de la confiance, êtes-vous pour un label, une certification quelle est votre position sur le sujet? Je dis la confiance parce que c'est aussi comme ça qu'à un moment donné, au-delà du fait que vous l'avez dit très justement, quand on est en ligne, il peut y avoir des journalistes parce que voilà, ils ont fait ce choix-là ou pas, mais le créateur de contenu peut être un créateur de contenu de qualité. Néanmoins, comment, à un moment, permettre à ce que celui qui va recevoir cette information ait le gage qu'on ne lui dise pas, entre guillemets, n'importe quoi? Alors, c'est une excellente question. Quand le SNJ s'est positionné pour créer ce qui est devenu le CDJM, on n'imaginait pas forcément ça à l'époque, mais il y a un peu plus de 10 ans, 2012, ça a été justement mettre en avant des critères déontologiques et vraiment en avant pour commencer à réinstaurer cette confiance. Dire, voilà, l'information a été produite dans telles conditions, avec tel moyen. Alors évidemment, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que si vous ne les respectez pas, vous le prenez encore plus dans la figure derrière. Mais en tout cas, c'est ça. Pour nous, ça passe pour ça. C'est pour ça qu'en fait, la labellisation, pour nous, c'est une fausse bonne idée. Bon, il y a plusieurs choses par rapport à ça. Parce que là, la labellisation, c'est un petit peu le Nutri-Score. Très bien. Bon, déjà, ça a un coût. Donc en fait, celui qui fait le média qui vit de pas grand-chose, parce qu'aujourd'hui la presse indépendante ne vit de pas grand-chose, mais travaille qualitativement, mais qui n'a pas les moyens de se payer un label, il en est exclu. Bon, première question. Voilà, c'est quand même des choses qui coûtent. Enfin, il existe un label aujourd'hui. Voilà, c'est des choses qui coûtent assez cher quand même. Voilà, donc il y a cette question-là. Ensuite, effectivement, bon. France Télévisions est labellisé par le label de alors pas de RSF, pardon, mais c'est pas RSF, c'est lié à RSF, je pense que voilà. Très bien. Ça n'empêche pas de se faire piéger effectivement avec un humoriste qui se fait passer pour un consommateur pour le journal de 20h. Ça n'empêche pas les erreurs. Le groupe EBRA est labellisé. Ça n'empêche pas le Dauphiné Libéré d'être, pour reprendre entre guillemets le titre d'un média qui a fait une enquête sur le sujet, sous l'emprise de l'industrie du ski. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que d'un côté, ils ont le label, enfin, je dirais que voilà, ils présentent ce label dit de qualité, et de l'autre, effectivement, il n'y a pas de... Et de l'autre, on s'aperçoit que ce n'est pas pour ça que c'est des médias parfaits, loin s'en faut. Donc il y a le risque que ça apparaisse comme un système d'auto-évaluation au profit des médias traditionnels, c'est aussi ça, quand même. C'est-à-dire que ça va renforcer le côté, les médias mainstream qui s'autoprotègent entre eux. Et lorsqu'il y en a qui vont faire une erreur ou une grosse faute déontologique ou autre, je vous dis, bon, ça a été le cas sur certains journaux de 20 heures, ça a été pointé à plusieurs reprises, des erreurs dans les journaux de 20 heures de France Télévisions notamment. Donc ça veut dire que ça met en cause tout le système, ça met en cause tous ceux qui ont déjà ce label. Enfin, ça veut dire que ça ruine la confiance pour tout le monde. Comment on fonctionne par rapport à ça? Voilà, ça décrédibilise.
il y a eu une expérience en la matière. Le Monde avait mis en place le Décodex qui permettait effectivement de dire ce site-là est fiable, ce site-là n'est pas fiable. Ça n'a pas duré trop longtemps. La question, ça a été effectivement de savoir quel était, quel était qui était le Monde pour pouvoir se permettre de dire qu'il l'était ou qu'il l'était pas. Certains qui ont été critiqués en la matière ont été pourtant des médias tout à fait fiables. Et donc ça a duré, la référence a fini par disparaître parce qu'on voyait bien que ça ne fonctionnait pas. Donc le label, vous pouvez afficher tous les gages de qualité. Nous, il se trouve que les entreprises qui demandent ce label-là, on y milite, on y travaille, on les connaît, on sait les failles qu'elles ont, on sait les difficultés qu'il y a, et on sait que le label, en fait, peut-être que ça fait beau sur l'extérieur, mais dans les faits, ça ne garantirait pas la qualité de l'information pour le public. Donc nous, effectivement, on milite plutôt pour qu'effectivement les aides à la presse, notamment directes et indirectes, soient conditionnées, et notamment à l'adhésion à un organisme d'autorégulation, comme le Conseil de déontologie journalistique et de médiation. Parce que là, la grosse différence, c'est que le Conseil, il ne dit pas le média, il est parfait, il a tous les labels qu'il faut. Il prend au cas par cas, sur un acte journalistique, est-ce que le média a bien travaillé, est-ce qu'il n'a pas bien travaillé, et s'il n'a pas bien travaillé, pourquoi il n'a pas bien travaillé et autres. C'est du cas par cas, c'est-à-dire que c'est pas un label a priori, c'est un côté qualitatif au cas par cas. Et on trouve que et ça permet d'avoir des cas concrets et un facteur d'amélioration des standards journalistiques plutôt qu'une labellisation contre rémunération. Ça nous paraît beaucoup plus productif de procéder comme ça. C'est ce qui s'est passé en Belgique avec la création du CDJ belge. Hein. Les médias n'étaient pas forcément ravis de la création du CDJ belge. Quand l'État a dit qu'il n'y avait pas de problème, ils pouvaient ne pas y adhérer, mais quand il n'y aurait pas d'aide à la presse pour ceux qui n'y adhéraient pas, tout à coup les médias ils ont trouvé ça bien. Puis ça fonctionne pas mal le CDJ belge. Donc pour nous c'est plus la solution qu'une labellisation. Bien sûr. J'entends ce que vous dites, mais je pousse plus loin la réflexion. Donc, je vois que vous prenez effectivement la conditionnalité des aides à la presse à l'obligation d'adhérer au CDJM, enfin, c'est-à-dire à un organisme d'autorégulation. C'est ce que vous avez dit, hein, mais bon, peu importe. Oui, j'ai dit aujourd'hui le CDJM. Voilà, aujourd'hui CDJM, on verra. Ma question était certes celle-là, mais elle est plus loin, c'est-à-dire pour la personne qui va recevoir l'information, qu'est-ce qui va, à un moment, lui faire comprendre qu'il est sur un média d'information qui a été, alors du coup, certifié, je ne sais pas, par le CDJM, tout ce que vous dites, il faut bien quelque chose. Moi, je me mettais du côté de ou pas, parce que derrière ce que vous dites aussi, et j'arrêterai là, il y a la question du modèle économique. On parle des aides à la presse, on parle des médias numériques. Donc, ça veut dire qu'on refond complètement la grille des aides à la presse en intégrant, si je comprends bien, dans les médias en ligne, cette nécessité de certifier par le CDJM les médias qui peuvent ou non exister. Vous ne pensez pas que là, certains arriveront à contourner et à produire de l'information, et là, l'auditeur, ou en tout cas celui qui... j'aimerais comprendre pratiquement comment on peut arriver à ça. Voilà, oui, alors moi on ne parle pas de certification, parce que, une fois de plus, parce que sinon le GTI peut être très bien dans ces cas-là, mais enfin le problème de ça, c'est-à-dire que c'est une certification a priori, c'est-à-dire que on peut afficher ça, mais ça ne garantit pas la qualité de ce qui est fait au quotidien, en fait. Donc c'est pour ça que et pour le coup, ça peut vraiment induire en erreur. Donc c'est pour ça. Mais on peut très bien dire le média avoir quelque chose qui dit le média est adhérent du CDJM. Et si effectivement, voilà ce que fait le CDJM et ce que implique le CDJM. Et si vous avez une critique à faire sur votre média, vous pouvez saisir le CDJM. Nous reconnaissons effectivement le travail du CDJM. Donc ça, c'est possible. Vous avez ça. On vous a dit, la commission de la carte recense aussi les entreprises de presse qui emploient des journalistes professionnels. Donc ça aussi, ce n'est pas un label, mais c'est un gage de professionnalisme pour nous de mettre en avant, effectivement. On est très prudent sur la notion de labellisation parce que, je vous dis, ça paraît très, très intéressant sur le papier. En pratique, et je vous ai donné des cas concrets, je pourrais vous en donner d'autres, c'est-à-dire des cas où des médias qui remplissent tous les critères du GTI, qui sont labellisés, et ça ne les empêche pas de faire des grosses erreurs ou d'être effectivement
sous influence, comme je l'ai noté tout à l'heure pour un des médias dont je parlais. C'est de la poudre aux yeux un petit peu des gens, parce qu'on leur fait croire qu'effectivement on remplit toutes les normes, mais en fait derrière on se rend compte que c'est pas ça qui leur garantit d'avoir une information. Vous n'empêcherez pas, malheureusement, enfin, ça reste une science inexacte, le journalisme, parce qu'il est contraint par le temps et par la place. Et oui, il y a des erreurs. Après, on peut les rectifier et autres, mais donc la garantie la pièce produite 100% qualitative, ça serait bien. Mais il faut être modeste sur ce sujet-là quand même. Je me permettrai de compléter sur cette idée de gros travail à mener. Il y a effectivement l'idée de la carotte et du bâton j'allais dire remettre tout le monde autour de la table. Oui, il est grand temps en fait. Il est très grand temps puisque on vous parlait de l'évolution de la presse et du métier de journaliste depuis des décennies. Pour les journalistes, on leur a pas laissé le choix en fait. Quand on parlait des jeunes journalistes qui auraient plutôt tendance à aller effectivement en loisir, en parallèle, garder une idée du journalisme sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils sont des plateformes dont ils seraient eux plus natifs, c'est-à-dire qui étaient avec leur génération, enfin qui étaient déjà en place presque quand ils ont appris le métier. Pour les journalistes un peu plus anciens, auxquels je vais m'associer avec Alex, même si on n'est pas complètement croulant, il a fallu apprendre tous ces nouveaux supports en fait. C'est-à-dire que nous, le métier était acquis. En revanche, le support, il a fallu qu'on les comprenne, qu'on les maîtrise et qu'on exerce. Et on nous a, notamment les patrons, les entreprises de presse, ne nous ont pas laissé le choix puisqu'il fallait en être. Et donc, à partir du moment où on a des exigences vis-à-vis de ces équipes, de résultats, de qualité, d'information, quel que soit le support, en disant vous vous adaptez. Il y a effectivement des formations fournies, etc. Mais vous vous adaptez parce que c'est comme ça que votre métier maintenant doit se réaliser. C'est nous, dans les entreprises, parfois se battre aussi en disant attention aux exigences algorithmiques de l'audience, effectivement, parce donc il faut être vigilant sur tous les... Sur ces deux pans, le pan technologique sur lequel on exige auprès de nous journalistes qu'on soit au fait systématiquement. On doit être en tant que syndiqué vigilant sur la déontologie et les manques à la déontologie qui peuvent influencer ces exigences d'audience algorithmique. Et donc aujourd'hui, demain, dire à toutes ces entreprises de presse, écoutez, c'est très bien, vous créez sur le web, vous créez sur les plateformes, etc. Vous avez visiblement emmené toutes vos équipes. Maintenant, il est temps de remettre tout le monde au même niveau. Et donc, il est temps d'avoir les exigences de compétences égales pour tous. Ça ne nous paraît pas complètement fantasque, en fait. Ils ont pu l'exiger de leurs équipes. Je ne vois pas pourquoi demain, parce que la déontologie fera forcément partie du contrat de confiance entre le grand public, les journalistes et les entreprises de presse, ils ne se mettraient pas à ce goût du jour-là, en fait. Et qui doit organiser cette table, enfin, tout le monde autour de la table et on se met d'accord? Je pense qu'il y a l'État qui doit commencer à prendre sévèrement sa part, oui. C'est... L'État, jusque-là, a organisé les aides à la presse. Je vous dirais que là, nous, en plus, on peut rejeter le bébé à l'État de manière assez facile, puisque la CPPAP qui fixait les règles, on a beau avoir frappé gentiment, tambouriné, crié, on ne rentre pas à la CPPAP. Donc, demain, nous, on veut bien y rentrer, on veut bien se mettre autour de la table avec tout le monde pour travailler à ça, en fait. Mais pour l'instant, les clés, elles ne sont pas entre nos mains, en fait. Nous, des contacts, on en a déjà de manière informelle, mais évidemment, on discute. Ces créateurs de contenu ont des représentants, mais on vous dit, la représentation est très large. Donc aujourd'hui, effectivement, ça demande quand même un minimum une clarification sur qui souhaite faire de l'information et qui souhaite faire d'autres choses qui sont tout à fait respectables, mais qui ne sont pas de l'information, quoi. Donc il y a cette clarification-là à faire chez eux. Il y a aussi une question de volontarisme de leur part, de savoir où ils se situent, en fait. Et à partir de là, nous, on est tout à fait prêts à les aider. C'est aussi pour ça qu'on échange avec eux, qu'on essaye d'avancer avec eux. Mais au niveau du législateur, il est évident que le seul levier, c'est l'agrément ou les aides à la presse. C'est le seul levier d'intervention qui nous paraît assez évident sur le sujet. Les discussions, nous, on les a déjà. La question peut se poser du côté des fédérations d'employeurs, par contre, qui sont beaucoup plus réticentes sur ces sujets-là, je pense. Parce qu'ils considèrent que ça... Donc,
Nous, à partir du moment où les gens font de l'information, on est prêt à discuter avec. On a des exigences, on les a données parce que il ne s'agit pas de créer un système à deux vitesses. Dire il faudrait un sous-statut entre guillemets pour eux ou une carte de presse bis et une déontologie light, c'est pas entendable en fait. Ça tirait tout le monde vers le bas et c'est pas une bonne solution. Et donc il y aurait de l'information entre guillemets à deux vitesses. Pardon, mais celle pour les riches et celle pour les pauvres. Donc ça n'a pas de sens. Il ne peut y avoir qu'une seule exigence de qualité en la matière. Donc il faut rester sur ce biais-là. Et les choses sont tout à fait adaptables. Voilà. À partir du moment où il y a une volonté de dire, avec le type de média que j'ai, je souhaite faire de l'information. Voilà. Mais effectivement, il faut être clair sur les financements, sur la séparation entre communication, enfin entre publicité et information, voilà, parce qu'effectivement, ils ont cette question du financement, et des fois, c'est ce qui amène à mélanger les contenus où c'est pas clairement intelligible pour l'internaute de savoir que ça, c'est de l'information, et ça, c'est sponsorisé. Voilà. Ça, on peut les aider, il y a des règles pour nous assez claires, alors il faut qu'elles soient respectées aussi, mais qui permettent justement de bien différencier que le lecteur, auditeur, téléspectateur, internaute ne soit pas trompé. Tout à fait, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait... Voilà, ne serait-ce que déjà, il faudrait peut-être commencer par... Ce ne soit pas la même personne, certainement. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, il reste à vous remercier. Merci beaucoup. Et On si... répondra évidemment par écrit, parce qu'il y a énormément de questions. Ouais. Voilà, vous comprenez bien que les 17 questions, avec quelques développements, là, c'était pas entendable, mais on y répondra évidemment par écrit, si tant est qu'on ait des réponses. Et des fois... J'avoue qu'elle nous dépasse un peu. Oui. Merci beaucoup. Merci. Merci, Mathieu. Si vous êtes prêts, on va pouvoir démarrer. Donc, nous poursuivons les travaux de notre